Aujourd'hui, on plonge dans la communication nerveuse. Plus précisément, comment un neurone, un seul, gère toutes les infos qu'il reçoit. Comment il décide en gros s'il relaie le message ou pas. On va explorer ça, cette fonction d'intégration, c'est clé en neurophysio, avec des expériences simulées. Oui, c'est une question vraiment centrale. Pour rappel, les neurones y papotent via les synapses. Et celui qui écoute, le postsynaptique, il capte des signaux qui peuvent l'exciter ou au contraire l'inhiber. D'accord. La vraie question, c'est comment il fait le tri, la somme de tout ça pour décider. Alors allons-y. Première étape, comment on sait si une synapse est du genre « vas-y » ou plutôt « stop » excitatrice ou inhibitrice. Oui. Imaginons qu'on stimule des neurones, disons A, B, C, D. Ils sont tous branchés sur un neurone E. Et on mesure ce qui se passe dans E. C'est ça. Alors, si on regarde, pour le neurone A par exemple, le potentiel de E, au repos, il est à moins 70 millivolts. Avec A, il passe à moins 55 millivolts. Ah oui, ça remonte. Exactement. Ça se rapproche du seuil des déclenchements, qui est vers moins 50 millivolts. C'est une dépolarisation. On appelle ça un potentiel postsynaptique excitateur, un PPSE. Donc la synapse A vers E, elle est excitatrice. Et pour l'inhibition, j'imagine que c'est l'inverse, avec le neurone B par exemple. Tout à fait. Si on stimule B, là, le potentiel de E chute à moins 75 millivolts. Il s'éloigne encore plus du seuil. C'est une hyperpolarisation. D'accord. Et ça, c'est un potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSI. Donc la synapse depuis B est inhibitrice. Et pour C et D, les expériences montrent aussi des PPSE, donc excitatrices aussi. Ok, c'est clair. Donc, si ça dépolarise, si le potentiel monte, c'est excitateur, PPSE. Si ça hyperpolarise, ça descend, c'est inhibiteur, PPSI. Ça, c'est pour identifier la nature de la synapse. Voilà, c'est le premier point. Mais alors, le truc vraiment intéressant, c'est comment tout ça s'assemble. Tous ces plus et ces moins. Ça se passe où, cette décision ? Ah, ça se passe dans une zone bien précise, le cône axonique. On l'appelle aussi le segment initial de l'axone. C'est un peu le centre de calcul, quoi. Le centre de calcul, j'aime bien l'image. Et c'est là qu'intervient la sommation. Alors il y a deux grands types. D'abord la sommation temporelle. Imaginez qu'on envoie deux stimulations, mais très très rapprochées dans le temps, depuis le même neurone A. Ok, coup sur coup. C'est ça. Une seule stimulation, ça crée un petit PPSE, pas assez fort pour atteindre le seuil, mais si deux arrivent presque en même temps, leurs effets s'ajoutent. Ah. La dépolarisation totale peut devenir assez grande, dépasser le fameux seuil de moins 50 millivolts, et hop, ça déclenche un potentiel d'action. C'est l'addition des effets successifs d'une même synapse. D'accord. Ça, c'est quand ça vient du même endroit, mais très vite. Et si ça vient de plusieurs endroits en même temps, comme plusieurs amis qui crient « oui » en même temps. Exactement. Ça, c'est la sommation spatiale. On prend A, qui est excitateur, disons qu'il fait plus 10 millivolts au cône, et B, qui est inhibiteur, moins 3 millivolts. S'ils sont activés en même temps, le cône axonique fait la somme, tout simplement. L'algèbre, 10 plus moins 3, ça fait plus 7 millivolts. Pas suffisant. Non, la dépolarisation est trop faible, on est loin du seuil, pas de potentiel d'action. Mais si on a plusieurs excitateurs qui tirent en même temps. Ah bah là, oui. Si A plus 10 millivolts, C plus 5 millivolts et D plus 10 millivolts envoient leur message simultanément, la somme au cône fait 10 plus 5 plus 10 égale plus 25 millivolts. Là, ça passe. Oui, cette fois, la dépolarisation globale dépasse largement le seuil. Et donc, un potentiel d'action est généré. C'est l'addition d'effets simultanés venant de synapses différentes. Et on peut avoir un mix des deux, j'imagine, temporel et spatial en même temps ? Bien sûr, tout à fait, c'est même souvent le cas. C'est la sommation spatio-temporelle. Par exemple, deux stimulations rapprochées de A, sommation temporelle, ça donne plus 20 millivolts, et en même temps, une de B, inhibitrice, moins 3 millivolts. Ok, donc 20 moins 3. Ça fait plus 17 millivolts, toujours pas assez. Mais imaginons, deux de C rapprochées, plus 10 millivolts au total, et en même temps, une de D, plus 10 millivolts. Là, on a 10 plus 10 égale plus 20 millivolts. Et ah, ça y est. Oui, seuil atteint, potentiel d'action. C'est vraiment une combinaison des deux types de sommation. Donc, ce cône axonique, c'est une vraie petite calculette intégrée, quoi. Il additionne tout le temps les PPSE, les PPSI, qu'ils arrivent en rafale d'un seul point ou plusieurs points en même temps. C'est exactement ça. Et le critère final, il est
Il est binaire en fait. Si et seulement si la somme totale, le potentiel global mesuré au niveau du cône axonique, atteint ou dépasse le seuil d'excitation, moins 50 millivolts ici. Alors seulement, un potentiel d'action est déclenché. Et il va ensuite se propager tout le long de l'axone. Sinon, rien. L'info s'arrête là. C'est fou quand on y pense. Le neurone, c'est pas juste un fil passif. C'est un vrai petit centre de décision qui pèse le pour et le contre avant d'agir. Un intégrateur. Le mot est juste, intégrateur. Donc, si on résume pour que ce soit bien clair, pour savoir si une synapse excite ou inhibe, on regarde le potentiel postsynaptique. Dépolarisation, PPSE, excitatrice, hyperpolarisation, PPSI, inhibitrice. Oui. Ensuite, le neurone combine tout ça au cône axonique, soit par sommation temporelle, même source temps rapproché, soit spatiale, source différente en même temps, ou les deux. Et si la somme totale atteint le seuil critique, alors seulement il y a potentiel d'action.